Fidèles au poste, mesdames et messieurs, comme vous le savez, chaque dimanche, c'est la rétrospective de la semaine. Et ce dimanche, j'ai le réel plaisir de recevoir un des plus jeunes professeurs de mon pays. Il est professeur des universités. Cette année, il a défendu brillamment sa thèse à l'université de Kinshasa avec Daniel Mbao, qui est aussi secrétaire. Daniel Mbao Soukissa. Il a dit que je prononce complètement son nom, donc c'est Daniel Mbao Soukissa. Il est aussi secrétaire national en charge de questions juridiques au sein du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Et il est évidemment, vous l'avez voté massivement, il est député national en République démocratique du Congo. Daniel Mbao Soukissa, très heureuse de vous recevoir. Mes sentiments partagés, Madame Paulette Kimontou. Question assez directe et personnelle. Quand on a publié la liste des membres du gouvernement, je m'attendais, franchement, moi il y a des noms, il y a des personnalités ou des personnes à qui je m'attendais qu'ils soient nommés ministres en République démocratique du Congo. Vous en faites partie. Et bien, j'ai été quand même assez surprise de ne pas vous retrouver au sein de ce nouveau gouvernement. Et pourtant, vous êtes jeune et sans vous flatter, vous êtes un des grands warriors de ce pays. Bon, merci, j'en suis flatté par votre qualificatif. Sinon, je peux noter que ce n'est qu'une partie remise. Moi, je suis souverainiste. Ça veut dire que je suis attaché à la souveraineté des dieux. Et quand Dieu décide, il agit. Lorsqu'il ne décide pas outre mesure, rien ne se passe. Donc, je peux considérer pour ma part que le Seigneur en a décidé autrement. Et ceci, à mon avis, n'est pas non plus une fin en soi. Parce que j'ai été élu, d'abord principalement pour élaborer, voter les lois et contrôler l'exécutif. Et je l'ai fait avec maestria, avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec hauteur. Parce que je me sens beaucoup plus regardé lorsque je suis au service des tiers. Et les tiers, dans le cas d'espèce, c'est le peuple congolais. Daniel Mbao Soukissa, c'est bon bien de le dire après coup, parce que vous avez été, j'ai ouï dire, parmi les tenants, les meneurs de tête des députés frondeurs. Vous vous êtes débattu coréen pour dire que Bisso a foutu Bissoté. À cause de nous, grâce à nous, que Mabunda Koyakis, grâce à nous que la majorité a basculé, tout ça, tout s'est retrouvé Tembao, les locaux Minzambi. Mais il fallait le bango avant. Qu'est-ce qui se passe? Non, ben, il faut ici dissiper les mailles, madame. En fait, ce terme-là, il est inapproprié. La fronde. Non, personne ne fait la fronde. Il n'y a pas de frondeur. Il n'y a jamais eu de fronde dans une république qui s'est dit sérieuse. Non, pas du tout. Révolutionnaire. Nous sommes révolutionnaires. Et puis, en fait, les combles avec certains Congolais, ils vous critiquent à boulet rouge sous la toile sans se rendre compte eux-mêmes qu'il y a des véritables questions fondamentales qui se posent. Ils ne vont pas à l'évidence, mais ils s'arrêtent à critiquer, ce qui est une entreprise d'ailleurs très facile. J'aimerais préciser un fait, madame, que tous nous sommes révolutionnaires. En commençant par le président de la République, c'est lui le patron des révolutionnaires. Quand on veut aujourd'hui nous diviser en disant que les uns sont des pétitionnaires, les autres sont des révolutionnaires. Il y a beaucoup de qualificatifs aujourd'hui, pétitionnaires, révolutionnaires, frondeurs. C'est mal connaître l'histoire. En réalité, nous avons tenté un coup de force. Un coup de force que personne n'aurait, à mon sens, pouvait imaginer obtenir un coup de réussite. Mais nous sommes allés jusqu'au bout de l'entreprise. C'est pour ça que le chef de l'État vous a reçu ce samedi. À Pierre Binonine. Puisque beaucoup disent que comme on se connaît, on vous connaît. Vous avez moi coupage. J'ai pas vu ce terme, mais en coupage. Le coupage ne tombera jamais. Mais pas député terme, mais Zanini. Non, ça, on doit chercher ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé ce samedi? Parce qu'on a vu le président de l'Assemblée nationale danser et ça a soulevé. Vraiment, la toile a mal réagi. Mais on va en parler tout à l'heure, tout au long de cette émission, et vous allez nous dire réellement ce qui s'est passé, parce que vous étiez dans la salle, je vous ai vu, et je vous ai aperçu. Nous allons prendre le tout premier sujet, mesdames et messieurs, c'est le social. Je commence toujours par le social, mesdames et messieurs. Nous allons parler du début de la vaccination du coronavirus en République démocratique du Congo. J'ai un député avec moi, je vais essayer de prendre ça un peu sous l'angle des lois. Est-ce que la vaccination est-elle obligatoire? Est-ce que les députés nationaux en parlent? Parce qu'aujourd'hui, on voit les réactions des pays occidentaux par rapport à la vaccination. Il y a des États qui disent non carrément, vu les symptômes ou, comment on appelle ça encore, ceux qui viennent après, je n'ai pas le terme médical avec moi, mais ça viendra. Et nous allons parler des deuils nationaux. On a l'impression qu'au Congo, et j'ai encore un homme de loi avec moi, qu'il y a trop de deuil national. Est-ce que le Parlement ne peut-il pas légiférer par rapport aux deuils nationaux?
qui doit normalement décréter le deuil national. Nous allons avoir plus d'explications avec le juriste qui est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, professeur des universités, donc il donne cours de droit constitutionnel. Nous allons essayer de décortiquer un peu ce premier thème, mesdames et messieurs. Centre médical de Kinshasa, cet établissement hospitalier a été également choisi comme site de vaccination. Ici, pour ce premier jour du lancement de la vaccination contre la Covid-19, plus d'une personne se sont fait vacciner. Alors, en ce premier jour de vaccination, nous avons déjà beaucoup de candidats. Malgré le fait que ce premier jour devait se passer uniquement avec des rendez-vous pour éviter que les personnes ne viennent s'embouteiller ou qu'il y ait trop de candidats en même temps, on a pu voir malgré tout des patients arriver sans rendez-vous que nous avons pu reprogrammer avec un intérêt manifeste pour la vaccination, beaucoup de questions à poser, mais déjà une volonté claire et affichée de pouvoir bénéficier des vaccins mis en place par le programme élargi de vaccination. Faisant partie des personnes âgées, pour cette femme, se faire vacciner est une responsabilité tant morale que civique. Je suis venue exprès pour faire le vaccin. Vacciner pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Je pense que c'est une responsabilité morale et civile de se faire vacciner. Le docteur Rodolphe invite cependant ceux qui hésitent à se faire vacciner, car le vaccin présente beaucoup plus d'avantages que de inconvénients. Je les encourage, s'ils n'ont pas de contre-indication, à se faire vacciner. C'est un vaccin qui est parfaitement étudié, qui a passé les différents tests. Comme tout produit, comme tout médicament, comme tout vaccin, on n'est jamais bien évidemment à l'abri peut-être d'un effet secondaire ou d'un effet indésirable, mais le bénéfice est largement supérieur aux petits risques qui pourraient se passer. Le directeur médical du SEMK a par ailleurs félicité le programme élargi de vaccination d'avoir ouvert la vaccination dans différents centres privés. Dans un communiqué publié par son cabinet, le chef de l'État congolais dit avoir appris avec consternation et vive émotion la disparition de son homologue tchadien Idriss Déby. Il exprime sa profonde indignation face à l'acte ignoble qui a ôté la vie à ces dignitaires attachés à la défense de l'intégrité de son pays. En effet, le président Félix Tshisekedi assure au peuple de la République du Tchad son engagement à se tenir à ses côtés durant cette épreuve. À cet égard, un jour de deuil national est décrété en République démocratique du Congo le vendredi 23 avril 2021, date des obsèques du maréchal du Tchad. À titre de rappel, le président tchadien Idriss Déby, au pouvoir depuis 30 ans, est décédé des suites des blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans les combats contre le rebelle dans le nord du pays le week-end, a annoncé le porte-parole de l'armée à la télévision d'État ce mardi 20 avril 2021. Daniel Mbaoussoukissa, professeur de droit constitutionnel, si je ne me trompe pas, c'est ça, exactement. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'au Parlement, à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez déjà débattu par rapport à la vaccination? Parce que moi, j'aimerais savoir si la vaccination est-elle obligatoire ou il y a quelque chose, un soubassement juridique qui peut obliger quelqu'un à se faire vacciner. Non, écoutez, madame, nous avons notre constitution. Quand vous lisez la constitution en ses articles 122, 123, il est clairement établi que le domaine de la loi est limité. Et limité en ce que ces deux dispositions prévoient limitativement les matières qui peuvent faire objet de loi. Et dans ces matières, nulle part, il est indiqué que la vaccination en fait aussi partie. Et non pas du tout. Mais la vaccination dans le secteur médical et médicinal est une nécessité. Nécessité en ce que la vaccination nous prévient de la contagion. La vaccination nous permet de nous immuniser. Et la vaccination, à mon sens, il faut être beaucoup plus responsable, empêche à ce que la courbe de contamination soit ascendante. Mais maintenant, ce que le pouvoir public devait faire dans le cadre de la vaccination, c'est suivre les effets pervers. Les effets secondaires. Justement, de la vaccination, parce qu'ailleurs, on apprend que ça produit des troubles
cardiovasculaires. Des thromboses. Et justement, ça produit des effets un peu compliqués, et de sorte que les pouvoirs publics eux-mêmes prennent rapidement en charge dans des grandes institutions hospitalières ceux-là qui manifestent des signes cliniques des effets pervers. Donc, pourtant, ici au Congo, on sait que les cadres hospitaliers, donc je parle des institutions hospitalières, ne sont pas en mesure, ces institutions aujourd'hui, à prendre en charge plus de 80 millions de personnes si jamais on décidait tous de prendre ces vaccins. Mais c'est une question qui devait y aller graduellement avec beaucoup plus de tact et de méthodes. Et c'est une question qui s'inscrit dans la politique générale de l'État congolais dans le domaine de la santé, et que donc il fallait qu'il y ait des mesures d'encadrement. Mais les vaccins en soi, bon, on est en train de voir ailleurs, je vis même le ministre sortant en train de se faire vacciner. Et donc il ne peut pas lui se faire passer pour une cobaye. Si ces vaccins étaient assassins comme on pouvait l'imaginer, il ne peut pas lui accepter l'euthanasie et mourir pour satisfaire plus d'un ou les uns les autres. Je ne pense pas, ma foi. Nous devons être beaucoup plus responsables. Et ici, j'en appelle à la responsabilité également du gouvernement, des warriors qui va être investi, parce que je considère pour ma part, la gestion d'une république, c'est aussi la planification. Et derrière la planification, il y a une intelligence dans la commande. Donc nous sommes à 80 millions, nous sommes même au-delà, hein, parce que les statistiques chiffrées ne sont pas actualisées. Donc, ni fiables. Par contre, nous sommes en train simplement de supposer, de faire des projections, et que donc, dans un environnement comme le nôtre, qui n'est pas suffisamment encadré sur le plan statistique, ainsi de suite, il faut faire très attention, il faut appliquer la mesure avec méthode et tact et de manière progressive. Vous êtes député national, je vous prends toujours sous cet angle de légiférer les lois. On nous dit souvent que les faits précèdent le droit, non? Absolument. Donc, par rapport à la vaccination, j'y reviens. Parce qu'il y a certaines vaccinations qui sont obligatoires pour les enfants, comme la polio, la tuberculose et autres. Je crois que l'État a vraiment légiféré par rapport à ça. C'est presque une obligation aujourd'hui de donner ces vaccins aux enfants. Parce que quand on voit, on stigmatise de fois les parents qui ne veulent pas vacciner leurs enfants par rapport à la polio, par rapport à autre chose. Je crois que les autres États ont légiféré. Est-ce que chez nous, non, il faut encore vérifier notre législation par rapport à ça. Qui est caractérisée par une inflation des textes. Mais à ma connaissance, je sais que la vaccination en principe, hein, sur le plan légal, la vaccination est libre. Mais quand on dit que la vaccination est obligatoire, mais je pense que c'est le cas des campagnes de vaccination, parce que l'État a l'obligation de prévenir. Et l'État, dans son obligation de protéger et de prévenir, rend la vaccination obligatoire. Je retombe un peu, je vous prends comme juriste. Si un parent, par exemple, refuse de faire vacciner son enfant ou son bébé par rapport à la polio, par rapport à autre chose, est-ce qu'il est attaquable par rapport à la justice? Est-ce qu'on peut porter plainte contre ces parents? À ma connaissance, je n'ai jamais vu un contentieux ouvert devant une juridiction où l'on déférerait un monsieur qui se refuserait... refuserait de vacciner son enfant par rapport à la polio, pas seulement par rapport au corona, mais par rapport, par exemple, à la polio ou autre chose. Est-il attaquable à la justice? Sous toute réserve, je n'ai jamais vu une quelconque pénalisation d'une matière qui touche à la vaccination. Et la vaccination, elle est libre. En fait, c'est comme un droit fondamental. On l'exerce, ça va. On l'exerce, c'est une liberté, on l'exerce, c'est une faculté. On peut ou ne pas le faire. Et que donc, l'abstention, à mon sens, n'implique pas une sanction pénale. Sinon, ça serait de l'arbitraire. Deuil national. Le président du Tchad a été assassiné, on l'a vu dernièrement, et le président a encore décrété un deuil national. Cette fois-ci, c'était le jour de son enterrement. Moi, je prends Daniel Mbaoussoukissa en tant que député national. Est-ce que c'est seulement au président de la République de décréter un deuil national? C'est la loi qui le dit? Non, mais je sais qu'il y a une coutume dans ces pays depuis des années. Généralement, c'est le chef de l'État qui décrète. Le deuil national. C'est une coutume depuis l'époque de Mobutu, mais ce sont des questions aussi qui doivent, à mon sens, bénéficier d'une forte réglementation. Mais malheureusement, pour nous, le domaine de la loi est limité dans les articles 122, 123. D'où il y a nécessité de pouvoir réviser la Constitution pour intégrer d'autres dispositions. Ce sont les prérogatives du chef de l'État, le décret de deuil national? Non, mais justement, les présidents de la République, ils l'ont toujours fait par le passé. Ça devient comme une coutume, simplement. Oui, c'est vraiment une coutume.
Mais dans les compétences du président de la République, dans la Constitution, je n'ai pas vu une clause où il est dit expressément que le président de la République décrète le deuil national. Pas du tout. Dans la Mais Constitution, maintenant, sur non. le plan politique, est-ce que c'est pas politique aussi de décréter? Parce que je ne sais pas, moi je fais toujours des petites comparaisons, bien que comparaison n'étant pas raison. Je n'ai jamais vu, le prince Philippe est décédé en Angleterre, on l'a vu, mais je n'ai pas vu la France décréter un deuil national, ou l'Espagne, ou le Portugal. Est-ce que c'est notre africanité qui joue, ou c'est simplement de questions politiques? Bon, au-delà des questions politiques, ce qu'il faut regarder, la posture actuelle de la RDC, la République du Congo est au sommet sur le toit de l'Afrique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, son excellence, il est président de l'Union africaine. Je pense que par devoir de solidarité, lorsqu'un chef d'État meurt, par devoir de solidarité, nous sommes africains. Souvenez-vous, le professeur Tchamaleng a parlé du principe ou de la théorie de la bissoïté. Donc, oui, c'est-à-dire... français, là, le colo. C'est-à-dire... Ça veut dire que la solidarité africaine. Africaine, ok. Donc, nous sommes... une communauté, nous les Africains, caractérisée par une vie de solidarité, une vie de groupalité. Ici, l'individualisme n'est pas poussé à l'extrême, ce qui fait que ton malheur, c'est mon malheur, mon malheur, c'est le malheur de l'autre. Et donc, nous copartageons les malheurs de la même manière que nous copartageons la liesse. Et donc, un président africain qui s'est fait tirer à la tempe et qui est mort sur... le champ de tir, à mon sens, je ne trouve pas d'inconvénient que son excellence Félix Antoine Tshisekedi, dans sa stature du président de l'Union africaine, puisse décréter un deuil national, parce que s'il ne le fait pas, qu'il le ferait alors? Parce que c'est lui aujourd'hui qui porte la responsabilité de l'Union. C'est lui qui représente l'Union africaine. Donc sur le plan international, donc il n'y a pas à se faire trop de soucis là-dessus. De toute manière aussi, ce deuil national... ne nous porte pas préjudice. Cela n'impacte en rien. Ce ne sont pas des deuils nationaux qui impactent le fonctionnement régulier des institutions ou qui impactent sur l'activité courante des citoyens. Non, pas du tout. Ce sont simplement des actes de reconnaissance et de compassion. Mais qui peut refuser l'expression d'une compassion? Une compassion qui vient renforcer la diplomatie agissante d'un État qui veut être imposé. Et je vais terminer par cette question. C'est vrai, qui peut refuser une parole de compassion? Et aujourd'hui sur le net, nous vivons dedans. Aujourd'hui, le virtuel, on ne peut que faire ça. Beaucoup de compatriotes disent c'est bien cette compassion envers les autres, les étrangers, entre guillemets, mais pas de compassion envers nos propres frères. Pourquoi le président, par exemple, ne décrète pas deuil national par rapport aux Congolais qui meurent? Pourquoi le président ne dit pas mot par rapport? D'ailleurs, aujourd'hui, encore eu 7 morts à Béni, tombés. Nos morts ne valent rien. Nos morts ne méritent pas une compassion de nos autorités, Daniel Mbao? Ben ça c'est une question nationale qui nous intrigue à tout point de vue. Et lorsqu'on parle de la sacralité de la vie humaine, à mon sens, il n'y a pas d'appartenance politique. Et on parle de la sacralité avec beaucoup plus sérieux et beaucoup plus de responsabilité parce qu'il s'agit des vies humaines. Et la Constitution du 10 février 2006, en son article 16, proclame la sacralité de la personne humaine. Et elle dit même en renforçant que le pouvoir public, donc l'État, a l'obligation de la respecter d'abord et de la protéger. Et à mon sens, proclamer un deuil national participerait au respect de la vie humaine et aussi renforcerait sa protection. Parce qu'après tout, tous les droits fondamentaux, surtout les droits qui touchent à l'intégrité de la personne humaine, ce sont des droits qui doivent en principe bénéficier d'une protection juridique renforcée et une attention particulière du pouvoir public. C'est écœurant. Quand je vois la moyenne à l'Est, à la moyenne par jour, 10 têtes tombent, comme si c'était des têtes de bœufs. Or, ce sont nos compatriotes. Et or, en réalité, l'État, c'est un cadre par excellence de sécurisation de ses propres concitoyens. Aujourd'hui, la notion de la souveraineté se résume en termes de la capacité de l'État de disposer de l'entièreté de son pouvoir sur l'ensemble de son territoire, mais en sa capacité de protéger ses concitoyens. Nous, de l'Union sacrée, nous avons les devoirs. Si nous avons obtenu au prix de beaucoup de sacrifices et basculements, je pense qu'avec le gouvernement Samba,
la peine qu'il y avait, c'est que nous n'avions pas de gouvernement. Bientôt le gouvernement va passer. Avec ce gouvernement, j'ai bien foi que le chef de l'État va prendre des mesures urgentes qui s'imposent pour assurer la sécurité de nos compatriotes. Et d'ailleurs, je propose, s'il ne tient qu'à moi, que le Premier ministre Samba propose aussi à son tour au président de la République qu'on puisse décréter un état d'urgence sécuritaire. Nous nous dirigeons maintenant vers l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est le dossier Obanios Baozela, l'Assemblée nationale. Vous le savez, le Premier ministre est venu déposer son programme d'action qui a été modifié. Et l'Est de la République. Moi, cette phrase me reste toujours à travers la gorge. Le président de l'Assemblée nationale a dit « Sortez des groupes armés ». Cette phrase me reste toujours à travers la gorge. J'ai un député avec moi et je ne vais pas le lâcher aujourd'hui. Parce que beaucoup disent comment les autorités de mon pays, comme la deuxième personnalité de mon pays, peut se permettre de danser la rumba quand il y a des compatriotes qui meurent chaque jour et des écoliers d'ailleurs qui dorment à la belle étoile pour réclamer le retour de la paix dans l'Est de la République. Et que font nos députés, comme Daniel Mbaoussoukissa précisément? Qu'est-ce que lui fait personnellement par rapport à cette situation de l'Est de la République? Nous allons parler tout à l'heure. C'est dans la matinée de ce mardi que le chef du gouvernement s'est rendu au Palais du Peuple. Reçu par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Jean-Michel Tsama-Lukonde est venu s'acquitter d'un devoir traditionnel, celui du dépôt de son programme de gouvernance. Dans la foulée, le chef du premier gouvernement de l'Union sacrée a déclaré qu'il s'agit là d'une étape importante. Nous sommes venus nous acquitter d'un devoir traditionnel, comme tout le monde l'a suivi, après la publication du gouvernement. Ici, c'est une autre étape importante, celle du dépôt officiel du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. L'équipe gouvernementale reste cependant à la disposition de la Chambre basse du Parlement pour dévoiler le contenu de ce programme, a lâché Jean-Michel Tsama-Lukonde. Nous avons été bien reçus par le président de l'Assemblée nationale et nous avons dit que nous restons à sa disposition pour que l'équipe gouvernementale puisse venir se présenter à l'Assemblée selon le calendrier qui sera fixé, de sorte que nous puissions présenter officiellement le contenu de ce programme du gouvernement qui va être fait à la primeur des honorables députés. Donc, et à travers eux, toute la nation. Donc, nous sommes contents d'être arrivés à cette étape et nous attendons le moment venu de revenir et nous mettre finalement au travail pour répondre aux besoins de la nation et de la République. À l'Assemblée nationale, le Premier ministre s'est fait accompagner de 4 vice-premiers ministres de son gouvernement, Aselo Okito, de l'Intérieur, Christophe Lutundula, des Affaires étrangères, Eve Bazaïba et Jean-Pierre Liaou, respectivement vice-premier ministre de l'Environnement et celui de la fonction publique. Face aux défis sécuritaires, aux besoins pressants de paix de notre peuple, nous demandons à la force onusienne de prendre conscience de la gravité de la situation à laquelle est confronté nos compatriotes au quotidien. Nous l'appelons à interroger son système d'intervention et d'améliorer en conséquence ses performances en appui aux efforts de nos forces armées en vue du rétablissement définitif de la paix à l'est de notre pays. En attendant que chacun évolue son action, nous appelons notre population, en particulier notre jeunesse, dont la voix est portée plus haut et ces cris sont désormais entendus. Nous l'appelons, disais-je, à l'apaisement, au dialogue et à une franche collaboration avec les troupes sur le terrain, honorer ceux qui œuvrent pour la paix et ceux qui veillent à la sécurité de chacun de nous. Rejetons la voie de violence qui est le produit du nihilisme et du désespoir. C'est avec votre appui sincère et notre loyal accompagnement que le président de la République, chef de l'État,
Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pourra venir à bout de ces groupes armés terroristes qui endeuillent notre peuple et notre pays. Daniel Mbaou Soukissa. Ce samedi, vous étiez avec le président de la République. On vous a reçu. On a dit c'est pour arrondir les angles, parce que vous étiez parmi les révolutionnaires, les frondeurs, ceux qui ont dit non. Nous, on n'a pas été, permettez l'expression, payés entre guillemets. Tout service rendu, puis saute aux yeux et l'autre côté. Donc, le président vous a appelé pour... et le Premier ministre a dit qu'il y aura une restructuration dans pas très longtemps. Alors, nous allons parler à bâton rompu. Dites-moi d'abord, il y a une population. Moi, je suis... Non, mais écoutez. Non, dites seulement non, faux ou vrai. Écoutez, dans mes cœurs, je suis très estomaqué de constater qu'à chaque fois, dans mon pays, lorsqu'il faut parler des choses sérieuses, nous ramenons les débats au niveau des égouts. J'ai tenté, d'une manière assez personnelle, à faire le tour quand même de beaucoup d'États au monde. Lorsqu'ils parlent de la République, c'est avec responsabilité. Comment un chef de l'État peut rappeler ses troupes à l'ordre, peut échanger avec ses troupes, et que des gens de mauvaise foi puissent déjà soupçonner de la corruption ou de la motivation, que sais-je encore. Ah, on dit pas, ah oui, vous avez employé le vrai mot, motivation. Non. Puisqu'on dit que ce n'est pas de la corruption, c'est de la motivation. Non. Donc on joue avec les mots. Le chef d'État a bien conscience des défis qui sont siens. La République est en guerre. Et le chef d'État ne peut pas inviter ses élus pour les soudoyer. Et qu'est-ce que vous avez dit? Le chef de l'État, c'est un homme de cœur. Et en si peu de temps, je suis arrivé à les connaître à ma manière. J'avais une autre perception de Félix Tshisekedi. À moins que je me trompe, ça peut arriver que je me trompe et que l'avenir puisse me dire autre chose. Mais le Félix que je vois, c'est un homme très ouvert, sincère, aimant et quelqu'un qui est épris de compassion pour son peuple. Il est quasiment ce que nos frères du centre appellent Moulengela. C'est vraiment pratiquement ça. Mais je n'ai pas vu un Félix Tshisekedi hier en train de soudoyer ses députés. Non, nous on a cru en la vision du chef de l'État. Quelle est cette vision? Cette vision qui est déclinée dans le programme du gouvernement. On va en discuter déjà, je crois, demain, et vous en saurez le contenu parce que il y a plusieurs voix qui se sont levées pour dire, ben écoutez, on a tant parlé grosso modo de la vision, mais on n'a jamais vu la déclinaison praxiologique de cette vision. Mais, eh bien, demain, lorsque le Premier ministre passera devant le perchoir, à l'Assemblée nationale, vous en saurez, on ne peut plus clair. Mais maintenant, s'il faut revenir sur la question de la fraude, il n'y a pas eu de fraude. Tous nous sommes des révolutionnaires. Je l'ai dit d'entrée de jeu, le chef d'État lui-même, c'est le patron des révolutionnaires. Parce que dans les révolutionnaires, il y a plusieurs catégories. Et que ceux qui me suivent notent. Ceux qui font des criticismes creux, qu'ils s'adonnent à chercher la bonne information. Dans la grande catégorie des révolutionnaires, il y a des pétitionnaires qui sont à 251 personnes qui ont signé les pétitions contre le bureau. C'est cette pétition totale. Mabunda. Puisqu'il y en a encore une autre, j'ai entendu dire. Non, mais ça c'est une autre question, ça ne va pas prospérer. Okay. Et puis, il y a des rejoignants qui nous ont suivis, il y a des votants. Et tous, nous sommes à 390, nous formons ce qu'on appelle les révolutionnaires. Mais après tout, ce n'est pas quand même les 391 qui vont intégrer un gouvernement de 56 personnes, non. Les révolutionnaires, globalement, demandaient simplement la justice. Et ce n'est que droit et logique. Justice de quoi? Et d'ailleurs, par rapport à quoi? Ça veut dire que lors de la composition, pas pour des groupes structurés comme nous, les MLC, nous sommes un groupe structuré. C'est pas comme par exemple Ensemble, un groupe structuré, ou AFDCA. Mais la plupart de ceux qui ont quitté les FCC, ils ont quitté les FCC en quelque sorte en brisant les liens d'autorité qu'il y avait entre eux et leur autorité morale.
Donc vous devez les sécuriser un tout Et petit peu. ils sont venus vers l'Union Sacrée parce qu'ils ont cru en la vision du chef de l'État. Beaucoup ont fait objet de filatures. Il y en a même qui sont empoisonnés maintenant là et qui se font soigner à l'étranger. Il y en a qui sont morts de Covid parce que ce jour-là, il y a eu distribution de la contagion. Il y a eu contagion terrible. Et il y a une partie du peuple, j'ai dit une partie, pas tout le peuple, qui ne voit pas ça. Et ils ont réussi un coup. Je parle c'est du FCC. Nous sommes des groupes structurés. Nous sommes venus parce que notre leader Jean-Pierre Bemba a cru à la main tendue de Félix Tshisekedi. Ceux d'ensemble sont venus parce que Moïse Katumbi a cru. Mais ceux du FCC sont venus individuellement. Moi, je ne suis pas un frondeur. Lorsque j'ai levé ma voix simplement pour réclamer justice, en 2 minutes simplement, madame, sur Top Congo, et ça bougeait la toile. Pourtant, je n'avais même pas dit qu'il y avait intention de bloquer le gouvernement. Ils ont quitté sans leur chef. Et finalement, plusieurs d'entre eux étaient mis à la sellette. Ça veut dire sous le coup d'une sanction disciplinaire. Mais lorsqu'ils ont obtenu ce que beaucoup n'y ont pas cru, notamment leurs autorités morales, les autorités morales se sont rendues elles-mêmes à leur corps défendant. Ça veut dire que les autorités morales, c'était en réalité les chefs sans troupes. Les troupes avaient traversé pour l'Union Sacrée. Ils ont cru au chef de l'État. Et pour les garantir, il y a eu même un arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais cet arrêt que je critique par ailleurs, qui crée une confusion entre l'article 101 et l'article 110 de la Constitution. Ça veut dire qu'on paralyse la Constitution et les règlements intérieurs sous prétexte de sécuriser juridiquement ces gens-là, qui ont pu traverser sans leurs autorités morales. Beaucoup sont malades, ils vont mourir bientôt dans des hôpitaux. Beaucoup sont empoisonnés parce qu'ils ont obtenu le changement spectaculaire de la majorité sans coup de balle. Ils ont préservé la vie de 80 millions de personnes. Mais qu'est-ce qu'ils revendiquent ces gens des révolutionnaires? Ils revendiquent la justice parce que quand le Premier ministre est nommé, le Premier ministre n'étant pas parlementaire n'avait pas toutes ces réalités. Le Premier ministre forme un gouvernement avec les autorités morales qui hier mettaient ces gens-là à la sellette. Alors ils sont devenus un peu comme des personnalités sans assise, sans appui. Des apatrides en guillemets. Justement, ils sont devenus des apatrides politiques. Et même il y en a qui sont aujourd'hui victimes de la tribalisation à outrance dans le choix des membres du gouvernement. Quelqu'un qui a combattu les de l'Ouest et son chef, son autorité morale, avec laquelle il s'est séparé, et de l'Est, il décide unilatéralement de choisir des gens de l'Est qui n'ont pas combattu, entre guillemets, et c'est vice-versa. Est, Ouest, Nord, Centre, et ainsi de suite. Vous allez, par exemple, les circonscriptions comme Walungu, chez Vital Kamerhe, vous trouvez 3 personnes d'une même chefferie. Ça n'a jamais existé depuis Kassavou à nos jours. Des gens qui sont du même village. Pourtant, le Congo est vaste. Et ils ont revendiqué la justice, c'est l'article 90 de la Constitution. Ils n'ont pas dit qu'ils vont bloquer le gouvernement. Ils ont simplement tiré la sonnette d'alarme. Moi, je ne suis pas, en tout cas, à mon avis, frondeur parce que je suis dans un groupe structuré. Okay. Mais eux, ils sont dans un autre cas de figure. Ça veut dire que ce qui va se passer peut-être demain pour plus d'un d'entre eux, ça sera une forme d'affront. Vous mettez devant eux des gens qui les ont combattus parce qu'ils ont cru à la vision du chef de l'État. Et vous les imposez à les investir. Bon, ils vont le faire parce que le chef de l'État a demandé par respect de l'autorité morale de l'Union Sacrée. Bon, lui-même a dit qu'il n'est pas autorité morale. Il n'est pas dans ce jeu-là des autorités morales. Le président Félix Antoine Tshisekedi, il a dit simplement qu'il est porteur d'une vision. Et ils ont cru en cette vision. Ils l'ont suivi. Et ils ont été sanctionnés. Il y en a même un, je vais citer Honorable Bindoulé, que je salue à passant. Il a fait 3 mandats parce qu'il a beaucoup servi. Mais il est moins sûr de revenir en 2023. Parce que son autorité morale est allée chercher une adversaire dans sa ville natale. Qui n'est même pas de son parti parce que les sanctionnant, parce que ayant accepté aveuglément la vision de Félix Tshisekedi sans lui. Et lui est venu finalement son corps défendant plus tard. Donc c'est la réalité. Donc nous sommes bien conscients de ce qui se passe. On sait que la pauvreté est endémique. On sait qu'à l'Est, ça continue à tirer, les gens meurent. Notre souci est d'accompagner sans atermoiement funeste et ni précipitation inconsidérée et la mise en place de notre gouvernement des warriors. Donc il n'y aura pas d'accroc, c'est juste une revendication. Et si vous êtes républicain dans une république, la revendication ou la contradiction, c'est
en quelque sorte un élément structurant d'une démocratie qui respire. En France d'ailleurs, on a vu plusieurs fois François Fillon et Jean-François Copé s'opposer sur des questions fondamentales alors qu'ils étaient du même bord. Ou soit on veut la démocratie, madame, ou on ne l'avait pas. La démocratie, c'est la contradiction. Cette question de l'Est, j'y reviens, parce que j'ai un député de l'Ouest, je dirais ceci. Le président de l'Assemblée nationale, bien qu'on a dit, c'est pas ce qu'il a dit, mais les gens restent, cette phrase reste, quand on prononce quelque chose, ça reste. Sortez des groupes armés. Aujourd'hui, c'est la phrase clé. Aujourd'hui, on a l'impression que la situation de l'Est n'est plus aussi nationale, puisque les gens disent eux-mêmes, les gens de l'Est, sont dans les groupes armés, c'est eux-mêmes qui alimentent la situation à l'Est de la République. Donc, pourquoi Mbosso Kodia n'a pas cité carrément les noms de certains députés, parce qu'il a dit sortez des groupes armés, et qu'on nous les mette sur la place publique et on sache qu'est-ce qu'on peut faire. Les grands défis que nous avons, madame... D'ailleurs, les députés sont sortis de la salle, ceux de l'Itourie et les autres sont sortis de la salle. Les gens demandent qu'est-ce que les députés font. Ben, écoutez, nous avons monté une commission d'enquête. Bientôt là, moi j'en ferai partie, on va descendre à l'Est pour changer la situation de plus près. Et j'aimerais noter ici que même nos frères de l'Itourie, ils ont claqué la porte, ils ont suspendu leur participation à tous les travaux parlementaires jusqu'à ce que la situation se rétablisse. Ça veut dire que tous nous avons le cœur à l'Est, nous avons nos attentions focalisées sur nos compatriotes de l'Est, ce sont nos compatriotes de l'Est. Et Lumumba avait dit que le Congo doit demeurer un et indivisible. Et donc le Congo, c'est un État que nous chérissons. C'est un État pour lequel nous consentons tous beaucoup de sacrifices. Mais il est vrai ce que vous avez dit, qu'il y a beaucoup de ramifications, internes comme externes. Il y a des firmes internationales qui cherchent à tirer leur épingle de jeu derrière le dos des Congolais, mais également certains compatriotes, politiciens, entre guillemets. Et comme Mbosso le dit, Mbosso c'est une grande personnalité, c'est un monsieur éminemment intelligent, il ne peut pas dire des choses au hasard. Et donc, nous avons certaines informations, mais il appartient maintenant au service de pouvoir pousser plus loin les enquêtes pour pouvoir nous dénicher ces personnes qui sont derrière la mort, la mort tragique de nos compatriotes. Et nous voudrions bien que ces gens soient déférés devant un juge compétent pour qu'ils soient sanctionnés. Parce que la République, en réalité, je l'ai dit en liminaire, la République, c'est aussi la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de République. Et que donc, le pouvoir public, à mon sens, nous, les députés nationaux, et surtout le gouvernement, nous avons l'obligation d'accompagner la pacification de l'Est. J'étais très sidéré, madame, ça va peut-être vous étonner, d'apprendre ceci de la bouche d'un député de l'Est. Il dit, le problème qui est à l'Est, c'est aussi un problème d'organisation. Ça veut dire que cet espace anaétatique qu'on appelle Est n'est pas gouverné. Et c'est comme ça, la guerre n'est plus telle qu'on la pense, elle est plus classique, c'est maintenant une guerre très asymétrique. Et là-dedans, la guerre devient une source de financement des seigneurs de guerre, et même des citoyens. Tu peux t'imaginer un député qui va dans sa circonscription, qui rencontre un monsieur, le monsieur lui dit, écoutez, honorable, je te dérange à chaque fois pour des petites sommes, je voudrais que tu me donnes, cette fois-ci je ne reviendrai plus jamais, donne-moi 1000 $, je vais m'acheter une lance-roquette. Collègue dit une lance-roquette comment? Là, ils appellent ça Chombo. Il dit non, mais ma lance-roquette, je vais commencer à la faire louer. Je vais commencer à faire louer aux groupes armés. Je fais louer les matins, je récupère à midi, et le soir, je fais louer à un autre groupe. Et là, au moins, il dit, ben, tu gagnes combien? Il dit, à la moyenne, j'ai 150 $ par jour, ça me permet de couvrir tous les besoins. J'ai beaucoup d'enfants, j'ai 12 enfants, tu vois. Les Nandais ont beaucoup d'enfants, j'ai 12 enfants. Et il faut que je subvienne aux besoins de mes enfants. Mais les députés étaient sidérés, ils n'en revenaient pas. Il dit, c'est le commerce qui paye. C'est l'activité qui est rentable ici. Acheter Chombo, c'est-à-dire la lance-roquette, et faire louer. Donc, quelque part, il y a un problème très sérieux dans l'organisation de l'État. Dernière question. Nous avons vu les enfants dormir à la belle étoile à l'Est de la République. Les images ont circulé. Beaucoup disent qu'on instrumentalise ces enfants, les politiques instrumentalisent ces enfants, et ces enfants réclament la présence du président de la République à l'Est. Il avait promis depuis la campagne présidentielle, et d'ailleurs un excellent confrère Bossembe a carrément demandé au président de ne pas y aller, vu ce qui s'est passé à N'Djamena. Quel est votre point de vue en tant que député national? Est-ce que le président doit aller à Goma, installer sa présence physique est-elle aussi importante à Goma? Comment faire pour vraiment faire passer ce message à ces gens qui se disent délaissés, oubliés par les politiques
de Kinshasa ou par les autorités nationales? Aller à Goma, je pense que c'était une promesse de campagne du président de la République. Et moi, à mon sens, je ne trouve pas d'inconvénient qu'il aille à Goma. Autant qu'il peut aller à Mbujimaï, ou il peut aller à Mbandaka ou à Kikwiti. Les présidents de la République, on doit les voir là où il y a des atrocités, là où la demande est forte. Je pense qu'il y a des services de sécurité qui fonctionnent dans ces pays et qui peuvent, à mon avis, assurer, en termes de renseignement, la sécurité du chef, même en termes de troupes, la sécurité du chef. Donc la population de Goma, Beni, Butembo, Lubero, cette population, elle est demandeuse de la paix. Elle demande la paix. Et il n'y a que le chef de l'État qui peut offrir la paix. Il peut l'offrir tout en étant ici à Kinshasa, en planifiant, en donnant les instructions très claires au commandement militaire pour que des actions concrètes soient faites sur le terrain. Il peut le faire aussi en y allant rassurant. Mais y aller aussi peut frôler la dangerosité. On a vu un chef d'État récemment y aller et être atteint par une balle. Nous en parlons d'ailleurs tout à l'heure, vous avez vu, nous l'avons dit, hein, le président du Tchad est passé de l'autre côté. Nous avons vu, je ne sais pas si ces images sont vraies ou pas, mais les images ont été quand même assez atroces de voir le président tomber, parce qu'il est allé au nord du Tchad pour voilà, combattre les rebelles, les djihadistes au nord du Tchad. Et évidemment, la réaction de Fumudi Fema par rapport à la venue des troupes kenyanes. Vous avez dit que le président doit tout faire pour éliminer la guerre asymétrique à l'Est. Il a fait appel aux troupes kenyanes. Et moi, la question que je vais poser à mon invité, quelle est la contrepartie congolaise? Parce que je ne crois pas que ces enfants ou ces soldats sont des enfants de cœur. Ils viendront gratuitement pour les beaux yeux des Congolais et des Congolaises. Qu'est-ce que la RDC gagne? Qu'est-ce que la RDC doit donner au Kenya en contrepartie? Nous allons décortiquer cela tout à l'heure. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce vendredi 23 avril à N'Djamena, capitale du Tchad. Le chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine vient de rendre hommage à Idriss Déby Itno, décédé depuis le lundi dernier. Cette disparition tragique suscite autant l'indignation, l'incompréhension que l'émoi. En effet, il est inacceptable que cet acte ignoble ait pu ôter la vie au président Déby, menaçant ainsi la stabilité du Tchad, à laquelle mon pays, la République démocratique du Congo, tient particulièrement, à l'instar de l'Union africaine que j'ai l'honneur de représenter en cette triste circonstance. Dès son arrivée à la place de la Nation, lieu de l'exposition du corps, le premier citoyen congolais s'est incliné devant la dépouille mortelle du maréchal du Tchad. Dans son mot des circonstances, le président de la République démocratique du Congo a promis l'accompagnement de l'Union africaine au Conseil national de transition de la République du Tchad, conformément aux lois de ce pays. A noter que pour honorer la mémoire de l'homme fort du Tchad, un jour de deuil national a été décrété en RD Congo par le président Tshisekedi. Pour rappel, celui qui a dirigé la République du Tchad pendant 30 ans a perdu la vie à l'âge de 68 ans des suites des blessures subies au front contre des rebelles, signalant par ailleurs qu'une dizaine de chefs d'État, notamment du Mali, du Niger, du Burkina Faso et autres, ont pris part à la cérémonie d'hommage dans la capitale du Tchad, en l'honneur du défunt président Idriss Déby. Au sortir de son entretien avec le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, le président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière a apporté son soutien à la décision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de faire appel aux troupes kenyanes pour rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Si le Kenya, qui est aussi proche de beaucoup plus de ce qui dérange à l'est, peut apporter des solutions, c'est la bienvenue. Par contre, j'aimerais par la même occasion qu'on puisse renforcer nos forces armées pour que les FARDC puissent reprendre la force d'antan. Je crois que la RDC avait apporté des solutions au Tchad. Bangui, la RDC a été dans beaucoup de pays, d'ailleurs entre autres le Rwanda à un certain moment. Si l'apport extérieur peut aider à ce qu'on mette de l'ordre, je ne vois pas pourquoi on serait inquiet.
Il faut seulement souhaiter que l'accompagnement de la population y soit et que l'autorité coutumière soit mise en avant-plan pendant ce genre d'action pour que la paix puisse venir une fois pour toutes. S'agissant du départ de la MONUSCO exigé par les habitants de l'Est du pays, Sa Majesté Fumudi Fima estime que la présence de la MONUSCO est encore importante. Nous avons commencé avec la MONUC, après c'était la MONUSCO. Les problèmes sont les gens. Le tout c'est de trouver les justes milieux qui devaient permettre à la MONUSCO d'apporter la paix là où il trouve qu'il a été bloqué, qu'il ait la volonté d'une fois pour toutes, avec d'ailleurs les Kenyans qui arrivent, qu'on puisse donner la solution. Et la précipitation, non. Allons-y mollo avec eux. Ici est de noter que Sa Majesté Fumudi Fima et Lemba Lemba, secrétaire général du CONATC, étaient chez les premiers ministres pour revoir quelques points contenus dans le mémo qui lui a été déposé lors des consultations en vue du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Mémo qui rappelait notre rencontre que nous avions eue avec le président de la République au moment des consultations et notre grand accueil que le Premier ministre nous a accordé lors de ces consultations également. Et donc, après la sortie du gouvernement, il y a quelques points que nous avions considéré revoir avec lui. Entre autres, nous avions demandé l'autonomisation du ministère et son animation par un chef coutumier. Et après échange, le Premier ministre en homme d'État nous a rassuré que le processus continue. Daniel Mbaou Soukissa, moi j'aime les petites comparaisons pour établir un peu le débat. La venue de troupes étrangères en Afrique, le changement des troupes, l'aide conjointe entre pays, on se rappelle l'histoire, moi j'aime bien me replonger aussi dans l'histoire. Mobutu avait soutenu Savimbi à l'époque en envoyant ses troupes, Bemba avec Patassé en envoyant des troupes, Kabila, l'armée zimbabwéenne à l'époque, et aujourd'hui l'armée kenyane avec Fachi. Et les retombées de la venue de ces troupes étrangères, on le sait. Question directe. Et on nous dit que cette question doit d'abord être débattue à l'Assemblée nationale. Vous en avez parlé? Bon, à l'Assemblée nationale? En principe... Vital Kamerhe avait perdu son poste à cause d'une question comme ça. Est-ce que vous en avez parlé à l'Assemblée nationale? En principe, pas encore. Hein. La question n'est pas encore débattue. Cela n'exclut pas aussi qu'à travers une motion, qu'un député national fasse en sorte que cette question puisse être débattue en plénière. Mais écoutez, faire venir les troupes, c'est une question qui relève de la souveraineté de l'État. Et c'est le président de la République qui a ses pouvoirs égaliens parce qu'il représente la République. C'est lui qui signe des engagements internationaux, même dans le cadre de l'aide et de la coopération militaire. Mais les problèmes sur le plan procédural, je pense que ne se posent pas comme vous voulez l'orienter. Mais les problèmes se posent peut-être au niveau de fond. Depuis 60 à ces jours, je crois qu'en 1960, il y a eu des troupes onisiennes. À chaque fois qu'il y a des troupes qui viennent de l'extérieur et sur le sol congolais, ça n'a jamais été totalement favorable aux Congolais parce que nous sommes la convoitise internationale. Nous sommes en quelque sorte les pays les plus enviés. Parce que la RDC regorge énormément de richesses, vous le savez. Et ces histoires commencent très bien. On traque des rebelles. On évacue les poches de résistance, mais ça finit toujours par l'exploitation illicite et illégale des ressources naturelles. Et puis après, derrière l'exploitation des ressources naturelles, il y a des petits contentieux qui naissent. Des contentieux des terres. Naissent aussi. Les enfants qui naissent aussi. Des contentieux des terres. Et puis ces contentieux des terres sont des contentieux qui nous rattrapent et qui deviennent des contentieux transgénérationnels. Exactement. Aujourd'hui, on en paye les frais pour notre passé récent. Jusqu'à aujourd'hui, personne d'entre nous n'a jamais lu l'accord de l'Émirat. Mais nous continuons à en payer les prix. Chaque jour qui passe, à la moyenne, 10 Congolais tombent. 10 Congolais tombent innocemment. Parce que semble-t-il que certains États ont des visées territoriales sur la RDC au prétendu motif qu'il y aurait des accords sibyllins obscurs que le peuple n'a jamais vu, n'a jamais lu, ne serait-ce qu'en diagonale. Donc maintenant, là, il y a une nécessité. J'y reviens.
Il y a une nécessité que nous soyons accompagnés. Parce que notre armée est lézardée. Mais maintenant, nous sommes accompagnés à quel prix? C'est ça, le contenu de cet accord. Les troupes kenyanes arrivent, bien sûr, ok, c'est pour nous soutenir et tout ça. Mais vous avez dit, aujourd'hui, nous payons encore le prix de ce fameux accord de l'Émirat qui, pour certains, c'est un mythe, pour d'autres, qui n'a jamais existé. Alors, est-ce que c'est tellement un secret défense? Qu'est-ce que la RDC gagne? Qu'est-ce que la RDC donne en contrepartie? C'est ça la grande question. Vous venez, vous nous aidez, mais nous, on vous donne quoi? Parce qu'on paraît, on paye toujours. Moi, j'ai lu quelque part, d'ailleurs, je vais vous donner un devoir, peut-être vous comme député, qu'un soldat kenyan sera payé 2000 $. C'est à vous de vérifier, vous êtes député national, je vous donne cette information. Un soldat kenyan sera payé 2000 $, mais quand on voit ce qu'on paye nos militaires, alors on se pose la question, pourquoi vous, autorité budgétaire, ne proposez pas au président de la République de baisser les frais dans certaines institutions et de donner cet argent aux militaires congolais pour qu'on finisse carrément cette guerre asymétrique ou pas? Non, le problème c'est quoi? Il faut qu'on se convienne. Nous sommes dans une phase de balbutiement, nous n'avons pas de gouvernement. Je pense qu'une telle question sera réglée clairement lorsque le gouvernement Sama va commencer à travailler formellement. Mais il est évident aussi que ces interventions ne sont jamais sans prix. Et nous en payons les frais. Et nous ne sommes pas non plus rassurés que ces gens-là vont vraiment exposer leur poitrine pour recevoir des balles. Et au fin d'assurer l'intangibilité de nos frontières et l'intégrité de notre territoire. On en a vu avec quelques soldats de la MONUSCO qui s'est refusé d'aller dans les zones des opérations. Qui observaient en toute neutralité comment les Congolais s'entretiennent comme des petits moutons. En disant, ben, écoutez, si vous-même vous ne pouvez pas verser votre sang pour votre patrie, pourquoi voudrez-vous qu'un Irigoyen le fasse pour vous? Parce qu'écoutez, il y a toujours un lien spirituel entre l'homme et la terre. Et je pense que le point cardinal de connexion, c'est le sang. C'est lorsque l'homme accepte de faire couler son sang et que sa terre absorbe le sang. C'est alors que le sang des martyrs fertilise la force des guerriers, la force des militaires. Mais lorsque nous ne sommes pas prêts, nous-mêmes à exposer nos poitrines pour notre pays, parce que nous avons une armée lézardée, parce que nous avons une crise d'organisation, c'est là où ça craint. Et le lendemain, je pense qu'il ne va pas être pour nous très radieux lorsqu'à chaque fois nous avons des problèmes sécuritaires, nous recourons à l'excès. Ça, c'est un signe clinique de malaise et de fragilité. Mais je crois au leadership du président de la République. Et je l'ai encore entendu dire hier qu'il allait ménager aucun effort pour accompagner nos troupes à pouvoir pacifier cet espace et qu'il en faisait une priorité d'État. Ok. Et donc, croyant du fait que la question est très priorisée. Est-ce que c'est limité aussi dans le temps? Excusez-moi, c'est ça la grande question. Est-ce que cette présence est limitée dans le temps, dans l'espace? Comme c'est un accord, ce sont les prérogatives du chef de l'État, on n'en sait rien. Moi, dernièrement, je viens de visionner une vidéo vers Mahagi, poste frontalier, où certains Kenyans demandaient à leur ambassadeur ici des troupes pour sécuriser l'évacuation de leur convoi qui avait du pétrole. Alors les gens se posent la question, est-ce que ces Kenyans-là viennent pour nous ou pour sécuriser leur commerce tout simplement? Il y a beaucoup de questions. Hein. Et entre États, il n'y a pas que la gentillesse, il n'y a pas que la courtoisie, il y a aussi des intérêts économiques à faire jouer. Nous allons aller au Tchad. Vous avez vu le président tchadien qui est mort parce qu'il est allé lui-même au front pour combattre les rebelles. Et beaucoup ramènent ça ici en République démocratique du Congo pour dire attention que le président Félix-Antoine Tshisekedi n'aille pas à Beni, à Butembo et ailleurs, au risque de se faire, permettez l'expression, canarder. Mais lui-même a dit, je suis prêt à mourir pour l'Est. Il a dit, moi je n'invente rien, je l'ai suivi. Il est prêt à donner sa vie pour l'Est de la République. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Non, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il faut considérer qu'au-delà de la volonté exprimée par le chef de l'État lui-même, le président Félix-Antoine Tshisekedi n'appartient plus à lui-même ni à sa famille. Il appartient à la République. Et il est le symbole de la continuité de l'État. Et que donc, un État est représenté par son chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, il doit être regardé vraiment à la prunelle de l'œil.
par les Congolais. Il peut bien avoir la volonté d'y aller, ben, si nous estimons, nous Congolais, que le cadre n'est pas sécurisant et que nous ne sommes pas en mesure d'assurer sa sécurité, ben, écoutez, tant mieux, je ne pense pas que ça vaut la peine qu'il aille. Parce que si le président de la République... les gens qui meurent n'en valent pas la peine. Non, les gens qui meurent, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, comme lui il est garant de ces Congolais-là. Il est garant. Imaginez que les chefs de troupes soient touchés et le commandant en chef de l'armée Mobutu est allé au front. Hein. Mobutu est allé au front. Ça dépend. Kabila est allé au front. Comment ça? Parce qu'il n'est pas militaire, c'est ça? Ça dépend du contexte. Parce qu'il n'est pas militaire? Ça dépend du contexte. Madame, on apprend que les Congolais meurent. Si les chefs d'État, on ne le souhaite pas et ça ne viendra pas dans le nom de Jésus-Christ, si les chefs d'État est par mégarde touché par une balle, c'est la République qui s'effondre. Continue. Non, absolument. Ça veut dire que... Non. Nous est mort. Le pays a nous n'avons pas peut-être la même capacité de résilience avec les Tchadiens. Et puis, les Tchadiens sont intégrés. Nous sommes désagrégés à partir de l'intérieur. Nous sommes un État pluritribal. Et je crains fort qu'un tel scénario puisse nous imploser. Et il faut laisser le chef d'État où il est, qu'il définisse la politique militaire idoine qu'il faille pour permettre à nos troupes de pouvoir pacifier. Parce que sa présence aussi, à mon sens, que l'armée, c'est l'argent. Le président ne sait pas manipuler les armes. Mais il sait... la présence, il ne sait pas manipuler les armes. La présence, c'est comme Jésus. Mon Dieu, mais vous êtes chrétien. Quand Jésus était avec ses disciples, quand Jésus était là, vous sentez la différence? La présence du chef, c'est vrai qu'il ne sait pas manipuler une arme, mais ça peut réconforter ces enfants-là qui dorment dans la rue. Quand tu vas voir le chef de l'État, aïe, pas Nabango. J'ai vu le chef d'État une fois s'élever. Vous-même, vous avez vu le chef? J'ai vu le chef d'État une fois s'élever lorsqu'il y a eu des invalidations justicides et démocraticides dans ces pays. Je l'ai vu s'élever plusieurs fois parce qu'il y a eu des revendications. C'est quelqu'un qui est trop attaché à la base. Bon, en fait, il est peut-être aussi victime du moule de sa formation. C'est-à-dire que son père, c'est quelqu'un qui était trop attachant au peuple. Et donc, je pense ici, il n'est pas allé tout de suite. C'est-à-dire que les dispositifs sécuritaires ne sont pas mis en place. Lorsque les dispositifs sécuritaires, je peux vous rassurer. Parce que hier, même quand il échangeait avec les députés, il avait son cœur dedans. Il parlait avec son âme. Et je voyais une âme qui pleurait au-dedans de lui parce qu'étant chef de l'État, il ne pouvait pas l'exprimer de manière assez visible. Mais je sentais en lui ce souci-là. Vous savez, lorsqu'on est Congolais et qu'on dirige les Congolais, qu'on apprend que les Congolais sont tués comme des petits moutons, vous savez que ça blesse du fond de son cœur. Ça blesse du fond de son âme. Donc le président de la République est dedans. Je pense qu'il a même réagi. Comparativement à Kabila. Kabila, lorsque vous criez comme ça, bon, au fait, il fait la sourde oreille. Lui, c'était un taiseux. Non, ben, il dit rien. Mais Tshisekedi, quand même, hier, j'ai entendu le président Excellence Tshisekedi, incidemment dans ses propos, aborder cette question-là. Nous allons terminer. Et même la question des soi-disant révolutionnaires, vous sentez vraiment qu'il a le cœur dans toutes les revendications. Merci, Daniel Mbao. Mais est-il que nous disons avec vous que c'est une nécessité? Nous gagnons le temps. Parce que c'est le peuple qui demande. Il faut comprendre des dispositions. Dernière question. Moi, j'aime les comparaisons. Pour qu'il aille. Le père meurt, le fils prend le pouvoir. Idriss Déby Itno, Mahatma Déby Itno, Mzee Kabila meurt, Joseph Kabila prend le pouvoir. Est-ce que l'Afrique, et ce sera ainsi, les présidents et leurs enfants, certains pays africains, hein, le Congo en a fait l'expérience aussi, pour vous, c'est un signe de stabilité pour la continuité de l'État, que le fils prenne la relève du père? Non, mais écoutez, ça c'est une attitude anticonstitutionnelle. Et moi, je pense que cette posture n'est pas prévue dans la constitution tchadienne. Ni congolaise d'ailleurs. C'est un coup d'État constitutionnel. Okay. Alors, merci. Moi, je suis professeur de droit constitutionnel. Je ne peux pas enseigner ou faire la promotion des coups d'État. J'ai dit, comme disait le professeur Djello, ma mission, c'est de détricoter la dictature et donner les outils aux jeunes qui me suivent, les outils à même de pouvoir les permettre à déconstruire les coups d'État et des révolutions antidémocratiques. Nous allons parler maintenant de la marche de la Mouka, mesdames et messieurs, qui s'est tenue ce samedi, mais qui a été réprimée. On a vu les images. Hein. Bon, pas réprimée dans le somme, avec beaucoup de gaz lacrymogène et beaucoup de macofi. On a vu ça ce samedi. Et nous allons parler du départ de la MONUSCO, hein, la voix des sans-voix. Tient ou veut le départ ou réagit par rapport à un éventuel départ de la MONUSCO.
Arrivé sur le lieu du rassemblement, Martin Fayulu a été accueilli avec faste. Ce leader de la plateforme Lamouka a fait ses déplacements afin de participer à la marche dite de solidarité. Malgré l'interdiction de cette marche par l'autorité urbaine en raison des restrictions sanitaires liées à la Covid-19, le président de l'ESID et celui du Nouvel Élan ont toutefois bravé la peur. Accompagnés des différents militants et sympathisants, ces leaders de Lamouka ont entamé la marche au niveau de la commune de Massina. Scandant des cantiques à l'honneur de leur leader, les marcheurs ont exprimé leur solidarité aux compatriotes de l'Est. Arrivé vers le quartier 3, Massina, les manifestants se sont retrouvés face à une muraille des éléments de la police. Ces derniers ont cependant usé de coups de gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Après échange et négociation, Martin Fayulu, encadré par les agents de l'ordre, a rejoint son véhicule. Le président de l'ESID a été escorté jusqu'à sa résidence. Plusieurs sujets d'actualité ont été décortiqués au cours de cette conférence de presse de la VSV, notamment la publication du gouvernement Sama Lukonde et mécontentement des députés révolutionnaires, les manifestations organisées pour exiger le départ de la MONUSCO à l'Est, de même que la consolidation de la démocratie en RDC à travers l'alternance démocratique était également au menu. La voix de son voix a cependant exprimé des inquiétudes sur le nombre très élevé de membres du gouvernement Sama Lukonde, les rendant aussi éléphantesques que le précédent. Elle dénonce le fait que ce gouvernement n'a pas respecté certains équilibres politiques et n'a pas pris en compte toutes les provinces pour qu'il soit représentatif, d'où plusieurs recommandations formulées au Parlement, au gouvernement Sama Lukonde et au président de la République. Au Parlement, d'investir sans condition et tergiversation le gouvernement Sama Lukonde en vue de rattraper le temps largement gaspillé à cause du partage du pouvoir. Au gouvernement Sama Lukonde de tout mettre en œuvre pour la réduction du train de vie des animateurs des institutions, dont le gouvernement lui-même, et de rendre publics les salaires des ministres, émoluments parlementaires et dotations dues à toutes les institutions de la République et d'autres institutions. De donner des signaux clairs dès les 100 premiers jours pour rassurer la population en ce qui concerne la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en général et à l'Est en particulier. Au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de crise persistante due aux revendications de postes et autres avantages pour bloquer l'investiture du gouvernement, car les Congolais ont trop attendu et ont besoin d'un gouvernement qui travaille et d'un pays qui marche réellement. Toutefois, la VSV salue les dépôts par le Premier ministre de son programme d'action ce mardi. Elle invite donc tous les parlementaires à se soucier d'abord de l'amélioration du social ou mieux des conditions. Daniel Mbaoussoukissa, il y a quelques années, 2 ans précisément, vous étiez dans l'opposition. Moi, je vous ai reçu personnellement. Moi, je sais combien de fois je reçois mes invités. Daniel Mbao, c'est la 3e fois qu'il passe chez moi. 5e fois. 4e. 5, madame. 4e. Bon, on va vérifier. Je l'ai reçu dans presque tous ces États. Opposants, candidats et députés. Et je regrette, j'aurais peut-être reçu en tant que ministre, mais ça viendra. Quand vous étiez opposant, vous étiez bouillant. Avec les marches, je savais comment vous réagissez. Mais aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Vous coalisez avec le pouvoir. Quelle est votre réaction devant cette répression de la marche dite de solidarité envers la population de l'Est de la République? Madame, vous savez que moi je suis un homme fondamentalement libéral. Hein. Mon appartenance dans l'Union sacrée ne peut pas m'empêcher à dire la vérité tout haut. Lorsque c'est une vérité et qu'elle saute aux yeux de toute évidence. Donc, je connais ce que c'est revendiquer un droit. Je connais ce que c'est sortir et puis marcher et en toute insécurité dans le contexte congolais.
Ce qui s'est passé hier, à mon avis, est inacceptable. Parce qu'après, Martin Fayulu et ces gens n'ont insulté personne. Ils sont venus simplement accompagner l'action de pouvoir public dans la pacification de la partie Est. C'était un accompagnement citoyen, la marche. Et la Constitution, son article 26, est clair que nous sommes dans un régime d'information. Nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. Il ne faut pas que ce que nous avons critiqué hier soit considéré aujourd'hui comme notre cheval de bataille. Mais ce qui est aussi écœurant, les Congolais, ça fait très mal entre eux. Lorsque vous lisez sur la toile, vous voyez comment les Congolais sont contents de voir la répression d'autres Congolais. Ma foi, les Congolais souffrent de la compatriophobie. Hein. Les Congolais sont caractérisés par une haine viscérale de l'autre. Donc ils ont une sorte d'affect sociétatis, ça veut dire un sentiment de vouloir vivre ensemble. Mais en même temps, ils expriment un sentiment de voir l'autre souffrir, l'autre pénibilisé. Non mais écoute, Martin Fayulu, la vocation de sa marche hier, c'était pas une marche subversive. Une marche qui avait peut-être vocation d'aller renverser le pouvoir en place. Notre pouvoir, non. Notre pouvoir n'était pas menacé. Mais ce que je n'ai pas apprécié, je vis l'attitude des policiers. Ben écoute, c'est quand même un grand monsieur, un candidat malheureux à la présidentielle. C'est pas n'importe qui. Je vis comment il a été traîné comme un petit mouton de panurge. C'était pas intéressant. D'où la nécessité pour nous, députés nationaux, je crois que je vais proposer un texte dans le sens de pouvoir accroître les civismes constitutionnels dans les chefs de nos policiers. Aujourd'hui, Karine en paye. Karine qui hier pensait qu'elle était intouchable. Quand Rossi était atteint, personne ne pouvait imaginer que Madame Karine allait comparaître. Justement, c'est de la même manière que les policiers qui agissent sous notre pouvoir maintenant, ils doivent avoir conscience des responsabilités qui sont leurs. Et que donc, s'il y a mort d'homme, s'il y a vol, comme on a constaté, il y a vol de téléphone, ainsi de suite, pénalement, ils sont comptables. Et dans l'avenir, moi, je proposerai à notre police d'assurer l'encadrement. Ça ne nous coûterait rien. On a vu même les Américains aller jusque dans l'enceinte du Capitole. Du Capitole revendiqué. Moi, j'ai été aux États-Unis. Même maintenant, pendant que vous parlez avec moi, il y a des gens devant la Maison-Blanche. Chaque jour, des gens viennent et de toutes les nations revendiquer devant la Maison-Blanche. Avec des effigies parfois insultantes. Et il n'y a que le Congo qui n'y va pas devant la Maison-Blanche pour demander la paix à l'Est. Les États du monde entier y vont. Et même les Américains. Vous voyez le service de sécurité en train de circuler parce que le service de sécurité est très sûr que ces gens ne présentent aucune dangerosité. Voilà comment la démocratie respire dans la contradiction. Écoutez, ça c'est du droit constitutionnel pur. À chaque fois que dans une démocratie, il y a un refus de contestation. Rassurez-vous, chers compatriotes, vous qui me suivez, il n'y a pas de démocratie, c'est une démocrature. Et nous qui sommes de l'Union sacrée, nous qui soutenons la vision du chef de l'État, lui est ouvert à l'émergence de la démocratie. Nous ne pourrons pas permettre dans ces pays que certains malfrats, certains individus mettent en néant la grande vision de l'Union sacrée du chef de l'État, qui d'ailleurs a été opposant. Moi, j'ai marché aux côtés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons reçu des gaz lacrymogènes et ensemble, nous avons résisté contre l'oppression. Et donc, dans l'avenir, moi je pense que notre police, j'interpelle le général Kassongo, doit prendre de très bonnes dispositions. Parce que même le constituant américain le disait que le but de toute entreprise humaine, c'est d'assurer le bonheur individuel et collectif de ses membres. Et ce bonheur passe par l'encadrement juridique renforcé des droits et libertés fondamentaux des citoyens. La déclaration française des droits de l'homme, en son article D, disait que, en réalité, toute association humaine a pour but d'assurer la conservation des droits inhérents à la personne humaine. Les droits à la manifestation est garanti. Ou qu'on nous dise qu'on ne fasse pas de l'hypocrisie constitutionnelle, qu'on nous dise que l'article 26 c'est un gros mensonge. Mais si c'est un gros mensonge, et donc c'est qu'il y a une partie de la Constitution qui s'effondre. À chaque fois que le Congolais revendique, lorsque vous le réprimez, ça veut dire qu'en quelque sorte, vous vous inscrivez dans une dynamique de contredire la Constitution. Le départ de la MONUSCO, Daniel Mbaousoukissa, à l'Est, on a aussi réprimé les marches contre le départ de cette mission des Nations Unies. Est-ce que pour vous, il est grandement temps que cette mission s'en aille?
Bon, en fait, sur le plan, je pense, stratégique, hein, il est vraiment important que la MONUSCO s'en aille, mais avec tact. Par étape. Et de manière graduelle. Mais entre-temps, on sait les méfaits qu'il y a eu avec la MONUSCO, les pillages dont nous sommes présentement victimes avec la MONUSCO, qui applique une politique du bâton allié à la carotte. C'est-à-dire qu'ils donnent l'impression de taper sur les groupes armés entre-temps et ils récupèrent, ils font main basse à la richesse, aux ressources naturelles de la RDC. Et je pense que le départ de la MONUSCO, à mon avis, est une nécessité, mais il doit se faire de manière graduelle et de manière échelonnée. Nous allons aller à la Cour constitutionnelle, comme vous le savez, on a fait, il y a eu élection de la présidence de cette Cour. Contesté, bien sûr, il y a toujours, comme l'a dit, c'est la démocratie, beaucoup n'ont pas été, ont élevé quelques craintes, entre guillemets, que je veux poser à mon invité tout à l'heure. Et évidemment, l'arrestation de Willy Bakonga, qui a fait la une des informations cette semaine, cela m'a fait quand même un choc de voir le nom d'un des ministres de mon pays sur la bas de la page de France 24. Donc tout le monde sait qu'il y a un ministre congolais qui a été arrêté et qui a détourné de l'argent. Plus de détails tout à l'heure. La Haute Cour connaît désormais son président. Dieudonné Kalouba a été élu à la tête de la Cour constitutionnelle à l'issue d'un scrutin organisé ce mardi 20 avril par le Conseil supérieur de la magistrature et le président de la République. Il remplace à ce poste Benoît Luamba, démissionnaire depuis l'année dernière, dont l'intérim était assuré par les juges Funga. Avocat de la République, lors du procès sans jour, Dieudonné Kalouba a été juste après son élection investi par une ordonnance présidentielle. Signalant par ailleurs qu'au total, 4 candidats étaient en lice pour le poste de président de la Cour constitutionnelle. Il s'agit notamment de Évariste Funga, Jean-Pierre Mavunga, Dieudonné Kalouba et Corneille Ouassenda. Pour rappel, c'est en juillet 2020 que l'actuel président de la Cour constitutionnelle a été nommé comme juge de cette institution avec d'autres juges par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Leur nomination avait à l'époque indisposé la famille politique de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. Malgré les boycotts du Front commun pour le Congo, ces 3 juges avaient prêté serment devant Félix Tshisekedi au mois d'octobre de l'année passée. Poursuivi par la justice pour des présumés détournements des fonds destinés à la gratuité de l'enseignement des bases, le ministre sortant de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga a été arrêté à Brazzaville, en République du Congo. L'annonce a été faite ce mercredi 21 avril par l'agence France Presse. Selon cette agence, Willy Bakonga a été débarqué d'un avion en partance de Paris pendant qu'il était convoqué au parquet depuis le 16 avril dernier. Pendant ces temps, le ministre sortant de l'enseignement est détenu dans les locaux du Centre d'intelligence des documentations du Congo-Brazza. L'AFP indique que cette opération a été faite sur demande de Kinshasa qui sollicite également son extradition. Rappelons que Willy Bakonga était attendu le vendredi dernier pour être auditionné pour des faits lui reprochés. Notons par ailleurs qu'à l'issue de ce dossier de détournement des fonds alloués à la gratuité de l'enseignement des bases, déjà 2 responsables de l'enseignement public ont été condamnés en fin mars à 20 ans de prison. Daniel Mbaoussoukissa, juriste, professeur de droit constitutionnel, il y a maintenant un président de la Cour constitutionnelle dans notre pays, Dieudonné Kalouba. Nous voulons savoir un peu quelle procédure pour élire le président de la Cour constitutionnelle. Comment ça se passe chez nous, normalement? Bien, avant de pouvoir vous décliner la procédure, je commence d'abord par saluer l'avènement du professeur Dieudonné Kalouba à la tête de la Cour constitutionnelle. Ma foi, c'est un éminent juriste qui a un parcours professionnel très élogieux. Et je pense, de mon humble avis, que Philo Kalouba, le professeur, va devoir contribuer substantiellement à l'avancement de l'état des droits. Et encore que la République démocratique du Congo aujourd'hui
demande absolument la consolidation de sa démocratie et de l'état des droits. Je pense qu'un professeur de droit constitutionnel, il en a bien conscience que ses responsabilités sont énormes. Je crois à la personne, c'est un homme de valeur, et je vois que pareille entreprise sera réalisée. Ça dit que l'état des droits avec Philo Kalouba. Mais pour répondre à ta question sur la procédure, effectivement, la procédure est fixée à l'article 158 de la Constitution pour l'élection. Et avant qu'il y ait élection, en principe, il faut qu'il y ait un tirage au sort. C'est constitutionnel. Et l'article... Tirage au sort entre qui et qui? Entre juges. Entre juges. Parce que y a un principe qui est fixé, c'est celui du mandat. Le mandat est de 9 ans, non renouvelable. Les membres de la Cour. Et à chaque 3 ans, il y a un renouvellement tertiaire des membres de la Cour. C'est-à-dire que 3 juges sont renouvelés en fonction des différents groupes d'appartenance. Il y a 3 groupes d'appartenance. Il y a le Congrès, il y a le président de la République et le Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire qu'à l'expiration de ces délais, en principe, il faut qu'il y ait tirage au sort. Mais depuis la mise en place de la Cour constitutionnelle, il n'y a jamais eu tirage au sort parce que déjà, sa mise en place a été caractérisée par une crise constitutionnelle congénitale. En ce que, déjà, conformément à la Constitution, la Cour devait être installée dans les heures qui devaient suivre. Mais malheureusement, la Cour a été installée 8 ans après. 8 ans après qu'elle a été prévue dans la Constitution du 10 février 2006 et que les premiers juges ont été nommés plus tard le 7 juillet 2014. Et ces juges ont dû attendre une année pour entrer en service. Et soit le 4 avril 2015 que les juges ont pris possession effectivement de la Cour. Et le 4 avril 2018, il devait y avoir tirage au sort. La Cour s'est organisée elle-même à esquiver intentionnellement les tirages au sort parce qu'il y a eu un juge Kalonda, qui est mort comme ça subitement. Et il y a eu 2 juges, donc Banyakou, Louapé, le professeur, et les doyens Essambo qui ont démissionné. Okay. Donc en lieu et place du tirage au sort, le sort naturel a tiré les sorts des juges. Et depuis lors, la Cour n'a jamais connu un renouvellement. C'est comme ça, dans ma proposition de loi portant sur la réforme de la Cour constitutionnelle, j'ai proposé une insiste sur l'impérativité du tirage au sort, parce que le tirage au sort, c'est un impératif légal dicté par l'hygiène politique, mais c'est aussi une discrimination positive à l'égard des 6 juges. Parce que, pourquoi 6 juges? Parce que le tirage au sort vise 6 juges. Dans la Constitution, dans l'article 158, on dit après chaque 3 ans, il y a tirage au sort. Donc il y a un problème logistique dans la Constitution, parce qu'il est impossible de tirer par 3 fois au sort, sous peine de pouvoir, non pas la même personne, sous peine de pouvoir tirer tous les juges et les empêcher à atteindre l'expiration de leur mandat. Donc le tirage au sort vise 6 juges. Okay. Donc le premier juge tombe au premier round, le deuxième tirage au sort touche la deuxième catégorie, et il y a 3 juges, les survivants, qui restent, qui font 9 ans. Et après, la Cour se renouvelle maintenant, normalement, par groupe. J'ai suivi le président de la VSV qui parlait à l'élément passé de l'équilibre politique au sein du gouvernement qui n'a pas été respecté, il a dit. Et je repose la question par rapport à la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il y a aussi, il faut qu'il y ait le respect de la géopolitique dans la Cour constitutionnelle, selon vous? Parce que c'est là, ça joue partout, hein, cette géopolitique. Non, la Cour constitutionnelle... Est-ce qu'à la Cour constitutionnelle, la géopolitique Moi, je ne aussi? suis pas de cet avis-là, même si beaucoup pourraient imaginer que ça pourrait l'être. Non, la Cour constitutionnelle, c'est une classe aristocratique. Et ne peuvent y aller que ceux qui sont considérés par plus d'un comme des savants. Des gens qui peuvent nous produire des normes. Et ces gens peuvent venir de partout. Il n'est pas exclu que 4-5 viennent du même coin en termes, je ne parle pas de la province, oui, je parle en termes du bloc géographique, okay. Ça pose en pas termes problème, de aire géographique. Parce que nous avons besoin des bons juges qui assurent la sécurité juridique d'ici, en fait, la sécurité juridique des actes que le pouvoir public pose, mais qui assurent aussi le contrôle de la constitutionnalité des actes du pouvoir public. Ils sont par principe les juges des actes. Et exceptionnellement, les juges du président de la République et du Premier ministre. Ce sont de hauts magistrats qui n'ont que 9 ans pour servir. Donc ici, ce
qui est nécessaire, c'est l'expectocratie. Et ce n'est pas la représentativité des provinces. Est-ce que le nouveau président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba, est-il avocat ou magistrat? Non, mais c'est quelqu'un qui a fait un parcours comme avocat. Un parcours, il est maintenant magistrat? Je pense que dans les conditions d'accès, on ne dit pas qu'il faut forcément être magistrat. Pas forcément. Pas forcément être magistrat. Okay. C'est la précision que je voulais avoir. On dit dans la Constitution, il faut avoir été aussi parmi, parce qu'il y a aussi des non-juristes. Il y a aussi ceux-là qui sont ici de la magistrature. Il y a ceux-là qui sont ici de l'enseignement supérieur. Mais il y a des avocats qui peuvent l'être. Et d'ailleurs, c'est un avocat après la Cour de cassation. C'est-à-dire que c'est un avocat qui a fait ses preuves, vous avez vu même dans le procès Caméré. Donc, c'est quelqu'un qui peut nous produire des nouvelles théories. Okay. L'arrestation de Bakonga, on l'a suivi au Congo-Brazzaville. Bon, c'est vrai que cette information par rapport aux 2 millions, il y en a qui disent c'est vrai. Mais je voulais dire qu'il faut faire très attention avec la fonction du juge à la Cour constitutionnelle. Okay. Ce n'est pas des cacahuètes. Hein. Il y a toute une liturgie dans la manière de dire les droits. Ce sont des grands prêtres de la démocratie qui officient la messe qui a pour objet cultuel l'état des droits. L'état des droits et la démocratie. Donc, ils doivent être incorruptibles, très fermes dans leur position. Justement. Donc, parce que beaucoup disent que la Cour constitutionnelle s'inféode au pouvoir en place. Beaucoup disaient que la Cour constitutionnelle de l'époque était inféodée à Joseph Kabila. Beaucoup disaient que ce qui se passe aujourd'hui, que tous ceux qui sont dans la Cour constitutionnelle aujourd'hui permettaient, moi je ne mâche pas mon nom, je dis, la crainte de beaucoup de Congolais disent que cette Cour aussi soit inféodée à Félix-Antoine Tshisekedi, parce que donc les gens disent cette crainte-là de l'inféodation de la Cour. Moi je ne dis pas ce que les autres disent. Mais je dis ce qui devait être. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Donc, un juge à la Cour est entouré d'un halo de sacralité. Il doit être conscient de ses responsabilités. Il est au-dessus du système. C'est lui qui reçoit le serment du président de la République. C'est lui qui contrôle les actes inconstitutionnels du pouvoir public et qui les annule. C'est lui, à travers la théorie des rigueurs, donne l'orientation à la législation. C'est lui qui, à travers la théorie des réserves interprétatives, purifie les textes législatifs. Donc ce n'est pas n'importe qui. Et le juge de la Cour constitutionnelle doit avoir conscience de sa responsabilité. La télé, c'est vraiment le temps. Un mot par rapport à Bakonga, c'est vrai que cette théorie de 2 millions. C'est triste. Quelle est votre appréciation? C'est triste, c'est horrible, c'est ignominieux. Ma foi. Cette arrestation d'un ministre de la République. Est-ce que, selon la loi, est-ce qu'il est interdit aujourd'hui aux ministres qui sont cités, est-ce que qui doivent comparaître de sortir de la République, la loi l'interdit? Non, mais absolument, lorsque vous êtes appelé à comparaître. Vous êtes appelé à comparaître, donc vous êtes sous le contrôle de la justice. Ok. Et donc là, c'est une fuite, il a carrément fui. C'est décevant. À tout point de vue, je manque des mots. Et j'ai été avec les frères de l'Équateur. Les frères de l'Équateur ont dit que Willy Bakonga nous a déçus. Totalement déçus. On peut bien fouiller la justice, mais pas de cette manière. Au moins, Vital Kamerhe n'avait pas fouillé, il s'est rendu personnellement. Pas de cette manière. 20 ans, j'espère que lui en prendra le double avec la fuite. Nous allons terminer par... Vous fouillez, vous laissez des écoles. C'est ça, je me demande vraiment... C'est Sévigné, c'est Madame de Sévigné. Et vous fouillez... Entre guillemets, ben, c'est pas prouvé avec l'argent des enseignants. Entre-temps, vous-même, vous avez dit que quiconque bouffe un dimanche, l'enseignant ne peut pas dormir. Et là, il ne dort pas, Willy Bakonga. Nous allons terminer par Papa Wemba, l'icône, le monument de notre musique. 5 ans déjà qu'il est parti. Et on a rendu hommage à Papa Wemba partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, précisément là où il est. Il a rendu son dernier souffle. Il y a eu des hommages pour célébrer ses 5 ans. Je ne sais pas ce qui a été prévu dans notre pays. Nous allons terminer par Papa Wemba. 5 ans déjà depuis que l'artiste, musicien et icône de la musique congolaise, le roi de la rumba Papa Wemba, appelé autrement Ekumani, Bakala Diakuba et tant d'autres, vit dans l'au-delà. Redi Amissi Bailo Kanto, un produit fabriqué des Papa Wemba, garde toujours une pensée pieuse pour l'illustre disparu. J'ai de très bons souvenirs. Voilà, je
Je pense qu'il est resté gravé dans mon cœur, il restera. Qu'est-ce que j'ai gardé de lui? Mais je pense que je suis un produit fabriqué, créé par Papa Wemba, tout le monde le sait. Et que je suis resté pendant 20 ans. Il m'a amené partout dans le monde entier. Et il m'a appris tout ce que je fais aujourd'hui. Il restera dans mon cœur. La philosophie et l'idéologie de Papa Wemba seront transmises aux jeunes musiciens, affirme Redi Amis. Papa Wemba, il était unique. Nous allons aussi transmettre tout ce que Papa nous a donné. La réponse est oui. Transmettre, oui. C'est-à-dire l'idéologie de Papa Wemba, l'état d'esprit de Papa Wemba, la philosophie de Papa Wemba. Je pense que oui, ça, nous pouvons transmettre aux jeunes. On le fait déjà, nous le faisons. À savoir, Jules Chungu Wemba Diopene Kikumba alias Papa Wemba est né le 14 juin 1949 à Lubefou au Congo belge dans la province du Sankuru. Le roi de la rumba congolaise avait tiré sa révérence le dimanche 24 avril 2016 sur la scène lors de sa production du festival Fais-moi en bordure d'Abidjan, la capitale ivoirienne, à l'âge de 66 ans. Sa mémoire restera gravée dans la mémoire des amoureux de la musique. Que son âme repose en paix. Daniel Mbao, nous sommes en train d'atterrir tout doucement. Papa Wemba, 5 ans déjà. Où étiez-vous? Comment avez-vous appris la nouvelle de sa mort il y a 5 ans? Non, ben, Papa Wemba était une icône qui s'est éteinte. Vous étiez où il y a 5 ans? Où est-ce que, dans quelles circonstances vous avez appris sa mort? J'ai reçu ça, j'ai reçu l'information ou la nouvelle, la triste, donc dans un contexte beaucoup plus particulier. J'étais dans une réunion politique. Et la réunion s'est arrêtée subitement. Oh. Lorsqu'on a appris que Mouzé s'éteignait. Oh. Et de quelle manière sur le podium, arme à la main. Et on nous a dit, ben, écoutez, vous êtes là, ben, vous parlez République, mais il y a un grand vaillant qui vient de passer l'arme à gauche. Et Mouzé s'est éteint. Et donc il y a une partie de l'industrie musicale congolaise qui s'est effondrée. Et véritablement, nous sommes restés dans notre mois. Dans notre mois, on n'en revenait pas. Et voilà, aujourd'hui, jour pour jour, c'est déjà 5 ans. 5 ans déjà. Depuis qu'il est décédé, je pense qu'il est irremplaçable. C'est vrai qu'on a des talents qui émergent. Innocent Baloumé, Ritier Watanabe, que j'apprécie beaucoup. Moi aussi. Fallait ou pas. Motona Tembe, oui. Ferrego, là, ainsi de suite. Donc, mais Papa Wemba. C'est Papa Wemba. Papa. Une voix inégalable. Justement, chacun de ces musiciens, ça touche. Exactement. Et Papa Wemba avait sa touche. Papa Wemba vivait la musique en lui. Ce sont des gens qui ont imposé un rythme de vie spécifique aux Congolais à l'étranger. La sapologie. Ils ont influencé toute une génération. Et aujourd'hui, si les Ivoiriens veulent faire la sapologie, c'est parce qu'ils veulent s'inscrire dans la veine des Congolais. Faites un tour en Europe, vous allez voir, nous sommes les pays les plus négligés, mais les plus imposants. Donc, culturellement, nous imposons. Culturellement, nous imposons, c'est comme ça. Beaucoup disent que Zambo Kelengi. Zambo Kelengi. Pourquoi toi, Cicéron, noble, mon photographe? Je suis très navré, très sidéré aujourd'hui à repenser encore à ces monuments. Donc mais on avait promis de faire de sa maison un mausolée, un musée, mais jusqu'à présent... non, le combat, parce qu'au Congo, nous n'avons pas l'essence de la symbolique. Ailleurs, même lorsque vous allez aux États-Unis d'Amérique, des grands musiciens, des grands artistes, ils sont symbolisés. Et même en France. Parce que derrière la symbolique, il y a un mythe. Et quand vous croyez en ces mythes-là, ça produit les résultats qui vont au-delà de l'imaginaire. Je vois pour Johnny Hallyday. Au Congo, on ne respecte personne. On ne respecte pas les institutions. On ne respecte même pas les députés nationaux. Non, la faute c'est... Nous sommes un peuple, excusez-moi, un peuple à problème. Il faut vraiment asseoir du civisme. À part tout ailleurs, quand vous voyez un homme à pouvoir, mais il représente la République. Mais à chaque fois que vous voyez des citoyens en train d'insulter,
des hommes à pouvoir ce qui est un problème. Le problème c'est que... ou soit ce sont ces hommes-là qui ne se prennent pas au sérieux. Ah oui, justement, vous voyez quelqu'un avec une Jeep officielle, il débarque en plein YOLO. Ça aussi, c'est un problème. Bon, de part et d'autre, il faut rétablir le sens de la symbolique. Les Congolais n'en ont pas, il faut rétablir le sens de la symbolique. Ça donne du poids à la République et de la consistance. Parce que si nous ne maîtrisons pas ces essentiels-là, la République est en train de disparaître. Et ça disparaîtra absolument. Merci en tout cas Daniel Mbao d'être passé à la barre. Merci au député national Daniel Mbao Sekissa. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux qui me suivent dans toutes mes pages, la Lyon Info, sur mes pages Twitter et Instagram. Merci à Clovis Odinga qui a supervisé la prise de vue. Merci à Papi Mondeke et à Freddy Kipimo à la régie finale. Merci à Maurice Gigandou. Non, on ne dit pas Gigandou, on dit Gigandou. Maurice Gigandou, merci. Et vraiment 5 ans de tristesse, mais aussi de reconnaissance à Papa Wemba. Et moi, j'aime bien... démentir quelque chose. Et merci en tout cas. Moi, j'aime bien ce feat qu'il a fait avec la diva que j'apprécie, Barbara Kanam. Je voulais démentir. Oui, vraiment en poussière de seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Bon, il y a un problème. Je voulais démentir une information qui circule dans la toile. Comme quoi que les députés auraient exigé 50 000 $. Ah, ça j'ai oublié. Merci de m'avoir dit. Les Congolais sont méchants. On invente. On n'invente jamais rien. Ils sont la rumeur, il y a 90% de vérité. Soit vous avez 50, c'est que vous avez 25. Non, rien du tout. Rien du tout. J'ai dit mais sur ma poitrine. Et puis, moi j'aime pas maudire les gens qui disent n'importe quoi sur les fils de Dieu. Nous sommes des oins de Dieu. Nous sommes là parce que nous accomplissons une mission. Nous tenons cette mission de Dieu. Il y a des gens qui racontent comme ça, on sait quelles sont ces officines qui fabriquent ça. Mais que Dieu s'occupe de ces officines-là. Ok, merci. Le message est passé. Et je termine par remercier celui qui m'a habillé ce dimanche. Merci à toi, chérie et Sam. On se retrouve, mesdames et messieurs, le dimanche prochain pour une autre émission. Avec le même plaisir. Inch'Allah.